contactez le 1510. Bonne soirée. Leader de l'audiovisuel de 3e génération, C3A Production vous offre aujourd'hui les solutions de demain. Production et diffusion TV digitale, plateforme d'e-learning TV sans consommation de data. C3A Production, maîtrise de l'innovation, même la perfection évolue. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une de votre journal ce soir. Propositions et engagements corsés des pays africains membres du caucus face aux défis relatifs à la gestion des budgets des États, aux questions d'emploi et à la mobilisation des ressources. Le contenu des travaux de Yaoundé dans ce journal. La 26e édition de la Journée internationale des populations autochtones, c'est le 9 août prochain. Toute une semaine d'activité a permis de réfléchir sur les problèmes de ces peuples et les voies de sortie, écho et perspectives d'un mieux-être dans ce journal. Et puis un haut commis de l'État tire sa révérence. L'ancien ministre John Ebongole a entamé ce vendredi son voyage pour l'éternité. Il sera inhumé ce samedi à Kumba, dans la région du Sud-Ouest. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus. Le Cameroun est la plaque tournante des préparatifs des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, prévues en octobre prochain. La réunion du caucus africain des gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI tenue hier a permis de formuler des éléments de réponse, mais aussi des doléances à adresser à ces institutions. Séverin Alégambélé. La qualité des délégués à la 57e réunion du caucus africain 2020, la profondeur des sujets traités pendant ces assises en mode virtuel sont le reflet des enjeux du moment. Pour une fois, les pays africains, honorablement représentés au sein du groupe de la Banque mondiale et du FMI, ont choisi une démarche commune. Autant de choses qui font que nous soyons dans une dynamique qui permettra sans aucun doute à nos pays de poursuivre non seulement leur riposte face à la pandémie, mais de se structurer, que nous puissions retrouver le sentier de la croissance. Face au Covid-19, la question de l'endettement du continent est sur la table. Il faut le soutien des partenaires pour garantir une stabilité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lorsque nous discutons avec ces partenaires, il faut toujours leur démontrer que nous ne demandons pas des choses pour que demain on reparte dans l'indiscipline. Il faut peut-être leur démontrer que oui, si vous faites ça, prenez cet engagement et nous aussi nous prenons tel engagement que nous allons faire ceci. S'agissant de l'augmentation du capital humain, la stratégie gouvernementale de lutte contre la maladie à coronavirus a été mise en avant au cours de ces assises. Regarde les statistiques des pays, nous voulons penser que cette pandémie est maîtrisée. Les mesures préconisées par les États au Cameroun, sous la forte impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, portent des fruits. Les préoccupations des États africains sont consignées dans ce qu'il convient d'appeler ici le mémorandum, document à soumettre à l'étude des responsables des institutions de Bretton Woods. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté commémore ce mois d'août le 75e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Cette organisation a réuni à Yaoundé les acteurs nationaux autour du processus de ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires par le Cameroun. Sur la portée de cette initiative, je vous propose d'écouter la coordonnatrice du programme de désarmement, Armel Ndongo Tafa, qui est au micro de Étienne Pascal Azégué. Il s'agit d'un atelier de commémoration des 75 ans de la catastrophe d'Hiroshima et de Nagasaki. Ça fait 75 ans effectivement que les bombes atomiques ont été larguées dans ces deux villes et jusqu'aujourd'hui nous avons encore des gens qui en paient le lourd tribut. Et c'est surtout l'espace pour nous de continuer le plaidoyer à l'endroit de notre gouvernement afin qu'il puisse ratifier
le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté en 2017. Parce qu'à l'heure actuelle, déjà, il faut 50 ratifications pour que le traité puisse entrer en vigueur. Et à l'heure actuelle, nous en sommes à 40. Donc il est plus qu'urgent pour que le Cameroun, qui a donné son feu vert pour l'adoption en 2017, ratifie. La 9e journée africaine de la décentralisation se célèbre le 10 août prochain. Le thème cette année, contribution des entités locales à la prévention des conflits et au maintien de la paix. En prélude à l'événement, le ministre de la décentralisation et du développement local a fait une déclaration à la presse. Georges Elanga Obam a rappelé le contexte de cette célébration au Cameroun et appelé les élus locaux ainsi que les acteurs impliqués dans le processus de décentralisation à travailler en synergie. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Michel Renaud-Owandja. La célébration de cette journée s'inscrit dans le droit fil des dispositions de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, adoptée le 27 juin 2014. Elle vise une plus grande appropriation des 9 principes, à savoir la participation communautaire et l'inclusivité, la solidarité, le respect des droits de l'homme et des peuples, la diversité et la tolérance, la justice, l'égalité et l'équité, l'intégrité, la responsabilité civique et la citoyenneté. Améliorer les conditions de vie des populations autochtones et promouvoir les projets et programmes en leur faveur. La réflexion était au centre de la semaine d'activités qui marque la commémoration de la 26e édition de la Journée internationale des populations autochtones. Les travaux de la 7e session du comité intersectoriel étaient présidés par la ministre des Affaires sociales. Les détails avec Daniel Menanga. Les populations autochtones invitées à fournir un effort supplémentaire de résistance, alors même que la société attend qu'elles sortent de leur vulnérabilité. Le Bororo, peuple nomade, vivent essentiellement en brousse. Au sein de cette communauté, vous savez que l'éducation n'est pas la chose la mieux partagée. Je veux dire l'éducation occidentale, l'accès à la citoyenneté. Il y a une campagne de sensibilisation qui a été lancée sur à peu près 100 communes, sur les mesures qui ont été dictées par le gouvernement et même des messages radiophoniques qui sont traduits en langue. L'État est conscient de la difficulté de la tâche. Le ministère des Affaires sociales veut faire chorus avec les administrations publiques impliquées, les partenaires au développement et les représentants des communautés en quête d'épanouissement. Le CISPAV a donc été créé pour répondre à la préoccupation de coordonner et d'harmoniser toutes les actions des différents acteurs qui interviennent pour la promotion et la protection des populations socialement vulnérables. L'idée est de mettre sur pied une sorte de conducteur pour évaluer et agir efficacement pour le bien-être des Baka, Bakola, Bagieli et Bedzang. Parlons maintenant du plan d'urgence triennal. Des ambulances médicalisées viennent enrichir les plateaux techniques des hôpitaux camerounais. Elles ont été réceptionnées ce jour par le ministre de la Santé publique. Le docteur Manaouda Malachi recevait également du FECOM un appui pour la lutte anti-Covid-19. L'économie de toutes ces activités avec Barbara Padjama. Le gouvernement enrichit sa réponse dans la lutte contre le Covid-19 avec l'acquisition de 3 nouvelles ambulances qui viennent renforcer les 10 autres déjà en exercice. Yaoundé, Douala et Bolova sont les bénéficiaires. Au début de la lutte contre cette pandémie, notre système de riposte a souffert un peu. Et aujourd'hui, lorsque nous recevons des ambulances comme cela, c'est dans le sens de la fluidité de l'activité sur le terrain. Des acquisitions endossées par le plan d'urgence triennal. Dans cette dynamique, le FEICOM est venu se présenter pour parler cash dans le fonds de solidarité mis en place par le chef de l'État. Nous voulons témoigner par notre présence ici que nous sommes solidaires de ce que fait le gouvernement. L'autre délégation reçue était celle des parlementaires juniors, disposés à supporter le gouvernement dans la riposte contre le coronavirus. Avec une part belle du ministère de la Santé publique lors de la prochaine session parlementaire le 29 août prochain.
Les membres de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger épluchent les demandes d'équivalence. Sur leur table, quelques 1372 dossiers passés au scanner à la faveur des travaux des sessions de la dite commission. Travaux présidés par le professeur Wilfried Gapsa, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur qui représentait le ministre d'État, le professeur Jacques Famundongo. Franck Evina pour les détails. Un triptyque guide la tenue régulière de ces assises. Assurance qualité, professionnalisation des enseignements et employabilité des diplômés du supérieur. Les 1372 demandes d'équivalence soumises à l'appréciation des membres de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger font l'objet d'une étude minutieuse à la lumière des exigences de la nouvelle gouvernance universitaire au Cameroun. Ça nous permet de vérifier si le diplôme que présente le candidat est authentique. Ça nous permet de donner aussi à ces diplômes un niveau par rapport à nos diplômes nationaux. Parmi les innovations de ces 96e et 97e sessions jumelées, l'utilisation d'un nouveau logiciel baptisé GEDEC, plus fiable lors des opérations d'authentification des diplômes. Les usagers doivent savoir quelque part, quel que soit le cas, qu'ils doivent sacrifier éventuellement, si l'autorité de la République le valide, un petit moyen pour la vérification de l'authenticité de leurs dossiers. En 2019, 3200 équivalences avaient été accordées sur les 3600 demandes exprimées. Dans l'actualité courante, le complexe islamique de Tchinga renoue avec les grandes prières du vendredi. Le lieu de culte rouvre ses portes aux fidèles musulmans après 5 mois de fermeture pour cause de Covid-19. La prière de ce vendredi était aussi le lieu de rappel sur l'observance des règles et la discipline. On fait le point avec Sadou Mamoudou. C'est par la sourate 21, les prophètes, en son verset 101. Que le complexe islamique de Tchinga rouvre ses portes en ce vendredi 7 août 2020 à Yaoundé. Un passage coranique qui traduit la miséricorde d'Allah vis-à-vis de ceux dont il aura épargné le châtiment du jugement dernier, une jouissance éternelle sur fond d'un accueil par des anges. Si on a dit il faut venir à la mosquée avec son tapis, je viens avec mon tapis. Si on a dit il faut porter le masque en venant à la mosquée, je porte le masque. Le complexe a pris le temps de s'approprier les gestes barrières et de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires à la préservation de la vie. Le sermon de ce tout premier vendredi s'articule sur le verset 57 de la sourate 10, Yunus. L'imam a tablé aujourd'hui sur la guérison de ces problèmes en s'inspirant du noble Al-Coran et de la tradition prophétique. Aux fidèles à qui Allah le Très-Haut promet guérison en période de troubles et de crise sanitaire, l'observance des mesures édictées par le gouvernement dont le pouvoir vient du tout miséricordieux demeure le salut. Reparlerons de gestes barrières et de lutte anti-Covid-19 avec nos reporters en direct du Centre des opérations d'urgence au cours de ce journal. En attendant, rendons-nous dans l'arrondissement de Bala pour dire qu'au moment où certains examens officiels s'achèvent et que d'autres sont en cours, le lycée de Nkomtou subit les affres d'un incendie. 2 bâtiments, du matériel de sport, des documents pédagogiques et du matériel didactique partis en fumée. Une enquête est instruite pour déterminer les causes du sinistre. François Bakary de CRTV Centre nous en dit plus. Plus grand-chose ne reste des bâtiments du lycée de Nkomtou abritant la surveillance générale et le bureau de sport de l'établissement. Dès 4h30, ce matin très tôt, les flammes, dans leur furie, ont tout détruit. C'est l'intervention des sapeurs-pompiers qui a permis de sauver ce qui pouvait encore l'être. Ont ainsi subi la fougue des flammes, les documents pédagogiques et le matériel didactique. Les dégâts matériels sont importants. 3 salles de classe ont été touchées, dont une entièrement calcinée. Et tout sera mis en œuvre par un effort conjugué de toute la communauté éducative qu'à la rentrée, ce qui peut être réparé puisse être. Heureusement, les épreuves du probatoire de l'enseignement général qui s'y déroulent n'ont nullement été perturbées. Nous n'avons pas perdu les documents relatifs aux examens de cette année scolaire, lesquels se poursuivent normalement. Une enquête administrative a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie qui intervient en pleine session d'examen. Mais l'hypothèse d'un acte criminel n'est pas à exclure. Et toujours dans le registre des faits de société, un gang de présumés malfrats spécialisé dans le vol des engins lourds
a été mis hors d'état de nuire par les éléments de la gendarmerie nationale. Ils ont été présentés à la presse après le vol d'un engin de type Caterpillar à une société chinoise en Banganté dans la région de l'Ouest. L'éditeur avec Pierre Evimbi. Cet engin de type Caterpillar d'une valeur de près de 300 millions trône fièrement sur la cour de la première région de gendarmerie. Mais ce qui intrigue, c'est comment cela est arrivé là. Il a été dérobé à Banganté à l'ouest à une société chinoise en charge des travaux de réhabilitation d'une bretelle de la route de l'ouest. Mais c'était le coup de trop. Nous avons été saisis par le commandant de compagnie de gendarmerie de Banganté qui nous informait de ce qu'un engin a été volé à la société chinoise chargée du tronçon routier Banganté-Bafoussam. Nous avons intercepté l'engin à la hauteur d'un Komoutou, juste avant la traversée du pesage routier. Ce qui intrigue davantage, ce sont les vrais, très vrais faux documents de vente et de dédouanement au port de Douala de cet engin. Il a fallu aux Pandores d'aller chercher dans leur formation de fin limier pour mettre en déroute ces suspects spécialisés dans le vol des engins, même ceux stationnés sur les routes. C'est un vol d'un tout autre genre qui mérite d'être porté à l'attention du grand public. La toile de la gendarmerie nationale est résolument étendue et nous travaillons au quotidien pour traquer les malfaiteurs de tous bords sur la route. La taille et le gabarit ne sont plus un obstacle au vol de ces gros porteurs que les usagers voient tous les jours. Mais la gendarmerie est là. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Parlons maintenant de la riposte anti-Covid-19 au Cameroun avec ses efforts combinés des pouvoirs publics et de la famille des professionnels de la santé qui portent des fruits. 5 mois après le début de la riposte, le pourcentage de guérison est de 90% et celui de létalité à 2,2%, des chiffres transmis aujourd'hui même au centre des opérations d'urgence par le docteur Fanny Mamat. Nous retrouvons sur place au centre des urgences notre reporter Évariste Yenga. Bonsoir Évariste, vous êtes certainement en compagnie de votre invité. Vous avez l'antenne. Bonsoir à Tabadine Oumar. Ces chiffres 90% du taux de guérison et 2,2% le taux de létalité sont en fait le prolongement par analyse du bilan chiffré après 5 mois de riposte au Cameroun. Mais en marge, le point de presse de ce soir donné par le docteur Fanny Mahamat portait sur l'importance de l'allaitement maternel. On y reste pour contextualiser dans cet environnement de crise sanitaire. Dans l'entretien que nous accorde ce soir le docteur Clémence Vogmou. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Évariste. Vous êtes pédiatre du centre Mère et Enfant de la Fondation Chantal Biya. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui est vendredi, le dernier jour de clôture de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Généralement, vous saisissez l'occasion pour promouvoir ce mode d'allaitement. Mais dans le contexte actuel, dites-nous, est-ce qu'on a déjà pu détecter la présence des virus dans le lait maternel? Alors non, monsieur Évariste, jusqu'à ce jour, le virus de la Covid-19 n'a pas été détecté dans le lait des mères atteintes de la Covid-19 confirmée ou présumée. Si une mère est atteinte du virus de la Covid-19, peut-elle allaiter un enfant? Oui. Une maman atteinte de la Covid-19 confirmée ou présumée doit allaiter son enfant à cause des nombreux avantages de l'allaitement maternel pour cet enfant-là, mais également pour la maman, pour l'environnement et aussi pour la nation entière. Mais pour cette maman, il est extrêmement important qu'elle respecte les mesures barrières, notamment le port du masque facial, le lavage régulier de ses mains à l'eau
coulante propre et au savon, le nettoyage des surfaces. Et donc, si elle veut par exemple tousser, il ne faut pas qu'elle tousse sur son enfant, elle va tourner la tête pour pouvoir tousser. Mais je voudrais également dire que si la maman atteinte de Covid-19 est très malade, l'on va exprimer le lait de cette maman pour donner à son enfant, toujours à cause des nombreux bienfaits de l'allaitement maternel pour la bonne santé de cet enfant, pour sa croissance harmonieuse et son développement optimal. Merci à vous, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes aussi président d'une association qui promeut l'allaitement maternel. Merci infiniment d'être venu. Cet entretien vient de s'achever à Tabadine Omar. Demain, c'est samedi, nous poursuivrons le tour des régions avec le cap que nous mettrons sur la région du Sud. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, nous avons bien noté le rendez-vous de demain samedi. Merci également à votre invité pour tous ses conseils, c'était très intéressant. La suite du journal, on ouvre maintenant la page triste avec les obsèques officielles de l'ancien ministre chargé de mission à la présidence de la République, John Ebongole, qui ont débuté ce vendredi après la levée de corps à l'hôpital général. Ça en est suivi un culte dit en la Presbyterian Church in Cameroun à Bastos par le révérend Emmanuel Massok. Les différents témoignages ont salué la mémoire d'un patriote épris de paix, Augustin Guizana. Des hommages à la dimension d'un homme d'État, John Ebongole. Une gerbe de fleurs du couple présidentiel Paul et Chantal Biya est posée. Présence remarquable des autorités de la République et sa famille politique, le RDPC. Le cortège funèbre sera conduit jusqu'à Bastos dans la pure tradition de peuple du Sud-Ouest. C'est l'acte 2 de ce voyage vers l'éternité. Ici, l'âme du disparu sera recommandée au Seigneur. Présent, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, le secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Paul Elunche, le chancelier des ordres nationaux, Philmon Yang. L'éloge funèbre peut commencer. Né le 11 janvier 1940 à Kumba dans le sud-ouest, John Ebongole a eu un passé glorieux. Il aura gravi tous les échelons de la territoriale. Adjoint préfectoral, préfet et gouverneur dans le nord-ouest et le sud-ouest entre 1961 et 1990. De 1990 à 1997, il est ministre chargé des missions à la présidence de la République. John Ebongole était marié et père de plusieurs enfants. Hommage au patriarche Fotso Victor. 4 mois après son départ pour l'éternité, sa famille et ses proches se souviennent de ce père, ami, époux, parent et citoyen remarquable qu'il aura été tout au long de son passage sur terre. Une messe de requiem pour le repos de son âme a été organisée par sa famille ce jour à sa résidence de Bastos. Messe co-célébrée par les évêques de San Milima et d'Obala en présence de nombreux membres du gouvernement. Marlise Denouambargaoum. Le temps qui passe ne sèche pas les larmes des proches de Fotso Victor, décédé il y a 4 mois. Les tranches de vie du patriarche ont été célébrées ce vendredi en sa résidence ici à Bastos à travers une série de témoignages. Pour honorer sa mémoire, ils étaient nombreux, les enfants, petits-enfants, beaux-fils et épouses, pour remercier le ciel de l'avoir connu. À côté de sa famille, de nombreuses personnalités venues elles aussi saluer sa mémoire. Des chants ont été entonnés à la dimension de l'homme. Dans son homélie, Monseigneur Christophe Zoua, évêque de San Milima, reviendra sur les qualités du patriarche, rassembleur pacifique, généreux, des qualités perçues comme un héritage qu'il lègue à sa descendance. Nous, ses enfants, ce que nous gardons de lui, c'est un père très aimant, très attentif, qui se souciait beaucoup de ses enfants, de leur éducation et de leur bien-être. Au cours de cette messe de requiem, l'on a confié l'âme du disparu au Seigneur et élevé une prière pour sa famille, appelée plus que jamais à être soudée pour la gloire du patriarche Fotso Victor. Dans le même registre, Anselme Mbogos, machiniste à la CRTV, a entamé cet après-midi son voyage pour l'éternité. La levée de corps de celui qui aura servi la télévision nationale depuis 1986 a réuni famille, collègues, amis et connaissances venus lui rendre un dernier hommage. Le directeur général de la CRTV était représenté par Amadou Baïza, le directeur des technologies et solutions TV. Elvire Ninangalim. La direction des technologies et solutions TV de la CRTV est triste. Ses machines et sa logistique aussi. Anselme Bogos, l'un des hommes qui en prenait si bien soin, les a abandonnés depuis le 8 juillet dernier. À l'entame de son voyage pour l'éternité ce matin, à la morgue du centre hospitalier des urgences de Yaoundé, sa famille professionnelle mesurait mieux le vide qu'il laisse. Quelqu'un qui était très robuste, mais qui était très sensible, tant pour la famille
que pour ses collègues. Anselme Bogos s'en est allé après 34 ans de bons et loyaux services et à 3 mois seulement de la retraite. Plus de 3 décennies qui lui ont permis de vivre et de participer à toutes les mutations technologiques de la CRTV, accumulant au passage une dense expérience. Autant de choses qui lui ont valu les hommages du représentant du directeur général de la CRTV, Amadou Baïza, directeur des technologies et solutions TV. Un moment difficile que nous vivons. Bogos fait partie des anciens qui nous ont accueillis. Bogos est un homme qui aimait son travail. Anselme Bogos, digne fils du village de Makob, par Pouma dans la région du littoral, va rejoindre la terre de ses ancêtres ce samedi. La page triste qui se poursuit avec cette messe de Requiem, dite ce vendredi par l'archevêque métropolitain de Yaoundé pour la mémoire de Joséphine Belinga, l'épouse de l'ancien ministre de la Santé publique Athanase Etémé-Oloa, qui a entamé son dernier voyage. Les détails avec Michel Renaud-Ouandja. Joséphine Belinga a passé une partie de sa vie aux côtés de son époux, Athanase Etémé-Oloa, ancien ministre de la Santé publique, qui a rejoint l'au-delà en 1985. La messe pontificale de Requiem de cette fervente chrétienne a réuni les membres de sa famille nucléaire ainsi que certains membres du gouvernement, au rang desquels le ministre Henri Yébert ici. Une maman qui veut que ses enfants soient toujours ensemble pour des objectifs familiaux importants. Tirant sa prédication des écrits de Saint Matthieu, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, a demandé aux fidèles présents de semer davantage la graine de l'amour. L'image d'une femme très aimante et une femme qui pardonnait tout. Joséphine Belinga, épouse Etémé-Oloa, qui laisse plusieurs enfants, sera inhumée ce samedi à Esson par Obala, dans la Léquier. Des adieux également au commissaire divisionnaire à la retraite Jacques Kameni. Collègues, amis et connaissances ont rendu un dernier hommage ce vendredi à ce fonctionnaire de la police pétri d'expérience. C'était sous la conduite de l'inspecteur général à la Sûreté nationale qui représentait le délégué général à la Sûreté nationale Jean-Marie Mvogo, qui a relevé dans son éloge funèbre que le défunt s'est distingué durant ses 32 ans de service par la rigueur, le dévouement et la discipline. Au-delà des frontières nationales, la Côte d'Ivoire, qui célèbre ce 7 août le 60e anniversaire de son indépendance, l'événement coïncide avec l'annonce par le président Alassane Ouattara de sa candidature au scrutin du 31 octobre prochain. Une candidature qui fait déjà débat au sein de la classe politique ivoirienne. Séverin Alégambélé. Comme indiqué, depuis la réunion du bureau politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation ivoirienne, annonçant sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pour la plupart des analystes politiques, ce scénario était bien prévisible. Il y a un certain nombre de faits qui se sont accumulés. Le départ du vice-président Kablan Duncan, à la suite du décès du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, on voyait mal comment est-ce que les équilibres allaient se recomposer dans le camp du RHDP et de ses alliés sans la présence d'une figure tutélaire. Les raisons du retour en arrière du président Ouattara sont évoquées. Appel incessant de la base militante, cas de force majeure, relance économique, la paix et la sécurité. Pas assez pour taire la bataille juridique qui s'annonce au niveau du Conseil constitutionnel. Il y a déjà eu ce débat en Côte d'Ivoire en 2015, il a été tranché. Le président Ouattara a pu se présenter. Et entre-temps, il y a eu la constitution de 2016 qui est arrivée. Et je pense que les techniciens diront ce qu'ils diront, mais c'est un processus politique qui s'ouvre en Côte d'Ivoire. Les dés sont jetés, l'arène politique ivoirienne est en ébullition jusqu'au 31 octobre 2020. Des télégrammes officiels du président de la République, des télégrammes officiels à leurs excellences Janine Hanez et Sir Patrick Allen, respectivement présidente par intérim de l'État plurinational de Bolivie et gouverneur général de la Jamaïque. Le président Paul Biya leur adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration des fêtes nationales de leurs pays respectifs le 6 août. Le président de la République, Paul Biya, qui adresse également ses félicitations à Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire pour la célébration ce 7 août de la fête nationale de Côte d'Ivoire.
Cet autre télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Michel Aoun, président de la République libanaise à Beyrouth. Monsieur le Président, j'ai pris connaissance avec tristesse du bilan humain extrêmement lourd et des immenses dégâts matériels causés par une violente explosion dans la zone portuaire de Beyrouth. Je vous adresse suite à cette tragédie ainsi qu'aux familles des victimes et à la nation libanaise endeuillée mes sincères condoléances. J'y associe mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés, de réconfort aux sinistrés et de compassion du peuple camerounais. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Signé Paul Biya. Le président de la République, Paul Biya, qui maintient également Christophe Eken à la tête de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat. Le décret a été signé ce jour par le président de la République. Voilà qui met un terme à ce journal. Préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya lance son concours le 17 août 2020. Ce concours va se dérouler en deux modes, en présentiel dans les différents centres d'études ou en ligne. À vous de choisir. Téléchargez la constitution du dossier et les conditions d'accès direct de votre candidature au www.iaicameroun.com/concours/6 IAI Cameroun. Date limite de dépôt des dossiers en ligne le 14 août. Date du concours le 17 août 2020. L'IAI Cameroun forme les élèves ingénieurs en travaux informatiques option génie logiciel, système et réseau et software engineering avec une possibilité de continuer en master informatique et en ingénieur de conception en informatique des diplômes français. Informer les citoyens clients de manière permanente des réalisations des pouvoirs publics visant à améliorer leurs conditions de vie est un pilier essentiel de la gouvernance et une exigence de la démocratie. Institutions et citoyens, prenons rendez-vous à la 9e édition du Salon de l'action gouvernementale du 22 au 25 septembre 2020 à Yaoundé. Profitez d'une visibilité exceptionnelle avec la retransmission en direct des conférences sectorielles et une exposition portant sur des thématiques pertinentes et actuelles dans le respect des mesures barrières. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 677 88 63 22. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Rentrée académique 2020-2021, IFTIC Sup lance son premier concours le 28 août 2020 au campus de Kolanga à Ouaescalier Yaoundé. À IFTIC Sup, vous obtenez une licence professionnelle ou un master dans les filières suivantes: télécommunications et réseaux, management des systèmes d'information, sécurité des systèmes numériques, finance et comptabilité, gestion de l'entrepreneuriat, comptabilité, finance et audit, vente et négociation commerciale, gestion des ressources humaines, administration publique, marketing. Vos dossiers sont attendus jusqu'au 27 août 2020. Plus d'infos au www.ifticsup.net. Africa Business Center, the international business center, contributes to African excellence. Located in the city of Yaoundé, ABC opens its doors to ambitious entrepreneurs. Your business meetings, conferences, seminars, and other corporate events will now find a dedicated space to further establish your positioning and support your performance.